Après avoir signé mon divorce, mon ex et sa maîtresse ont organisé une fête à 30 000 € à mes frais. J'ai immédiatement bloqué mes 15 cartes. Peu après, mon téléphone a explosé d'appels, qui allaient payer l'addition. Je suis enfin débarrassée de ces sangsues parasitaires. Qu'elle aille trouver un carton sur les quais de Seine pour y vivre. La voix perçante et grasse résonna dans le hall de marbre silencieux du bureau du greffier du comté de Paris. Les personnes remplissant des formulaires, les couples attendant des licences de mariage et les employés de bureau tournèrent tous la tête en même temps. Un silence glacial et inconfortable s'installa dans la pièce. Pourtant, je n'offris pas un seul mot de réfutation. Je restai simplement là, fixant tranquillement le décret de divorce tamponné qui reflétait les dures lumières fluorescentes du plafond. Ne voyant ni larmes ni tremblements de rage, les personnes devant moi prirent mon silence pour un choc absolu. Elles ricanèrent avec une arrogance triomphante. Ce soir, elles prévoyaient d'utiliser mon argent pour célébrer le début de leur nouvelle famille dans un hôtel 5 étoiles du centre de Paris. Cependant, ces gens insensés n'avaient pas encore réalisé une vérité cruciale. Dans quelques heures seulement, leur supériorité en papier se transformerait en les profondeurs absolues du désespoir humain. Alors que l'horloge affichait 14 heures passées, un quatuor extraordinairement bizarre se tenait devant le guichet de dépôt du tribunal de la famille. Il y avait moi, Éléonore, 48 ans, épouse depuis 20 ans. À côté de moi se trouvait mon désormais ex-mari, Raymond, 50 ans. Jusqu'à ce point, cela aurait pu ressembler à une scène de divorce ordinaire, mais juste à côté de lui se tenait une femme d'une vingtaine d'années, drapée dans une robe de créateur rose criarde, agrippant ostensiblement un sac à main de luxe. C'était la maîtresse de Raymond, Chloé. Derrière eux, les bras croisés, se tenait la mère de Raymond, Béatrice, une femme aux cheveux grisonnants portant une panoplie de bijoux voyants et de mauvais goût qui semblait totalement déplacée sur elle. « Dépêchez-vous de signer les papiers », claqua Béatrice, me piquant sèchement dans le dos pour me presser. « Ne restez pas là à traîner les pieds. » Je me retournai une brève seconde et regardai le visage de mon ex-belle-mère. Il était tordu d'une joie non dissimulée, ravi de pouvoir enfin chasser la belle-fille qu'elle avait intimidée et tourmentée pendant des décennies. « Oh, Éléonore, je suis tellement désolée », roucoula Chloé d'une voix écœurante de douceur, pressant délibérément sa poitrine contre le bras de Raymond pour que tout le monde voie. Mais Raymond m'aime vraiment. Un cadre d'élite comme lui ne pourrait jamais être satisfait d'une femme d'âge moyen, simple, ennuyeuse et inutile comme vous. Cadre d'élite. En entendant ces mots, j'ai failli soupirer tout haut. Raymond était un directeur régional de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique secondaire. Ses performances étaient constamment proches du bas des classements régionaux. Parce qu'il entraînait ses jeunes représentants à boire tous les soirs au Marais, faisant le grand seigneur pour flatter son propre ego. Son salaire réel était étiré à la limite absolue depuis des années. Et, ne laisse pas Chloé dire des choses comme ça, dit Raymond, gonflant sa poitrine d'un ton affecté, agissant comme s'il était le personnage principal d'un feuilleton. Je te suis reconnaissant, Éléonore. Tu es restée à la maison et tu as gardé la maison propre pendant 20 ans pendant que j'étais au travail. Mais une femme au foyer qui n'a jamais gagné un seul euro elle-même ne pourrait jamais comprendre mon monde d'entreprise. J'ai besoin d'une femme avec du charme et du glamour comme Chloé pour guérir mon épuisement après une dure journée dans la suite exécutive. C'est exact. Absolument exact, intervint Béatrice, s'avançant et me pointant du doigt. Vous avez profité du salaire durement gagné de mon brillant fils, vous prélassant à la maison toute la journée sans rien faire. Et pour couronner le tout, vous n'avez même pas pu lui donner un enfant. Vous n'êtes rien de plus qu'une mauvaise dette. Pendant ce temps, ma douce Chloé porte un bébé de la lignée supérieure de Raymond en ce moment. Des murmures éclatèrent parmi les badauds dans le hall. Les gens marmonnaient à voix basse à quel point il était cruel d'amener une maîtresse et une belle-mère pour se réjouir devant une femme au bureau du divorce. Pourtant, mon expression faciale ne changea pas d'un pouce. Maintenant un silence total, je cliquai mon stylo, signai mon nom complet sur la ligne désignée et exécutai la dissolution finale du mariage. Tout est en ordre, dit la greffière, baissant les yeux avec inconfort alors qu'elle tamponnait et classait la dissolution finale du mariage. La seconde même où les documents furent acceptés, Raymond, Chloé et Béatrice se regardèrent et acclamèrent comme s'ils venaient de gagner le loto. On l'a fait.
Je vais enfin être Madame Aubertin. Je t'aime, Raymond. Félicitations, Chloé. Le vrai bonheur arrive enfin dans notre famille. Mon Dieu, ça a pris une éternité. Je peux enfin avoir une vraie famille, chic, point. Ils continuaient comme si j'étais la méchante de leur histoire romantique. Je ramassais tranquillement mon sac à main en cuir et me tournais pour partir. Eh bien, je vais y aller maintenant, dis-je doucement. Et, attends une seconde. Où te précipites-tu? Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Appela Raymond, son rire moqueur m'arrêtant net. Eh bien, comme petit cadeau de départ, je vais te donner une nouvelle. Il sortit de son portefeuille une élégante carte de crédit noire de style Amex, la brandissant pour que tout le monde la voie. Ce soir, nous trois, ainsi que les parents de Chloé et tous mes proches, louons le salon privé de l'hôtel Le Grand Saint-Régis pour organiser une célébration massive de libération et de fiançailles. 50 invités. J'ai même commandé le menu traiteur français le plus cher qu'il propose. Oh, Raymond, ne dis pas des choses comme ça, gloussa Chloé, couvrant sa bouche avec une pitié exagérée. Tu vas rendre la pauvre Éléonore si malheureuse. Laisse-le parler, ricana Béatrice vicieusement. Elle a besoin d'un retour à la réalité. Parce qu'elle était toujours si radine et obsessionnelle avec l'argent, nous n'avons jamais pu utiliser librement les cartes de crédit supplémentaires de la famille. Mais à partir d'aujourd'hui, nous donnons son ancienne carte à Chloé. Contrairement à une pauvre chasseuse de bonnes affaires comme vous qui coupe des coupons pour le supermarché, cette carte représente notre luxueux avenir heureux. La fête de ce soir coûte 30 000 €. Et bien sûr, je mets toute la note ici sur cette carte sans hésiter, se vanta Raymond fièrement. C'est exact. La limite de dépenses de la carte supplémentaire familiale que tu as laissée derrière a été fixée à illimité en fonction de mon historique de crédit personnel et de mon statut de cadre. À partir de maintenant, mon argent sera dépensé pour ma vraie famille. Quant à toi, va trouver un abri pour sans-abri sous un viaduc d'autoroute pour te protéger de la pluie. Les trois poussèrent un chœur de rires arrogants alors qu'ils tournaient et marchaient vers la sortie du bureau du greffier. Je restai complètement immobile, regardant leur dos festif jusqu'à ce qu'ils disparaissent à travers les portes tournantes en verre. Ils étaient sous l'emprise d'un énorme malentendu. En fait, c'était un malentendu que j'avais intentionnellement cultivé au cours des 20 dernières années. Cette carte de crédit noir exclusive que Raymond croyait sans l'ombre d'un doute avoir été émise sur la base de sa position dans l'entreprise, ainsi que les 15 cartes familiales supplémentaires que sa mère et ses proches avaient utilisées en toute impunité, ne lui appartenaient pas. Il n'avait aucune idée de qui était le véritable titulaire principal du compte. Il ne connaissait pas non plus l'identité du gigantesque conglomérat d'entreprises qui déposait des dizaines de millions d'euros en dividendes exécutifs sur ce compte lié chaque mois. Je plongeai la main dans mon sac à main et sortis mon smartphone. Ouvrant l'écran, je fis défiler mes contacts pour trouver un nom spécifique. À 20h ce soir, au moment exact où ils mordraient dans le plat principal de leur somptueuse célébration, mon silence de 20 ans prendrait enfin fin. J'appuyai calmement sur le bouton d'appel. Henri, c'est Éléonore. Oui, le dépôt légal au bureau du greffier vient de se terminer. Je m'installai à l'arrière d'un élégant SUV noir de direction qui m'attendait dans la zone de chargement devant le bâtiment municipal et pressai le téléphone contre mon oreille. Alors que je m'enfonçais dans les sièges en cuir moelleux, mon chauffeur me tendit immédiatement une bouteille d'eau minérale importée réfrigérée. À l'autre bout de la ligne se trouvait mon confident le plus fidèle et directeur des opérations, Henri, qui aidait à superviser Holdings Mondiaux Aubertin, un empire commercial dont les actifs totaux s'élevaient à des centaines de milliards d'euros. Est-ce si? Mes plus sincères condoléances pour la conclusion de votre mariage, Madame la PDG, dit Henri d'une voix douce. S'il vous plaît, ne me taquinez pas. Si quoi que ce soit, je me sens complètement rafraîchi maintenant que mon projet de bienfaisance bénévole non rémunéré de 20 ans est enfin terminé, répondis-je. Laissant échapper un long soupir en regardant la ligne d'horizon de Paris défiler derrière les vitres teintées. Plus important encore, Henri, avez-vous terminé les arrangements dont nous avons discuté? Oui, sans aucune omission, confirma Henri. Les 15 cartes supplémentaires actuellement en possession de Raymond,
Béatrice et de leurs divers proches ont été programmés pour un gel complet et total de toutes les fonctions d'autorisation de paiement ce soir à exactement 20h, heure de Paris. Excellent travail. En ce moment, il prévoit de louer le salon privé de l'hôtel Le Grand Saint-Régis pour 50 personnes afin d'organiser une fête folle et ivre. Il semble qu'ils aient pleinement l'intention de dépenser 30 000 € sur mon compte sans y penser à deux fois. Quand je rapportais cela, j'entendis un soupir froid et exaspéré de Henri au téléphone. Célébrer aux dépens de quelqu'un d'autre sans réaliser que le sol sous leurs pieds s'est déjà effondré est pure folie. Je ne peux qu'imaginer les expressions sur leur visage quand ils apprendront la réalité de leur situation. Ce sera certainement un spectacle à voir, remarquai-je. Veuillez continuer à compiler la comptabilité complète de leurs dépenses non autorisées au fil des ans et préparer les documents juridiques pour la restitution financière complète. Compris, Madame la PDG. Je vous verrai sous peu. Je mis fin à l'appel et laissai échapper un souffle silencieux. Pourquoi avais-je fait des efforts aussi épuisants et complexes pendant 2 décennies? Tout a commencé par un simple malentendu il y a 20 ans. À l'époque, je travaillais jour et nuit en tant qu'héritière désignée de Holdings Mondiaux Aubertin. Pendant ce temps, Raymond était un jeune représentant commercial qui venait de rejoindre une entreprise de logistique, possédant un ego 10 fois plus grand que ses capacités réelles. Il avait d'un trait de caractère ancien et profondément têtu, proclamant constamment que c'était l'ultime disgrâce pour un homme d'être soutenu financièrement par une femme. Parce que je l'aimais vraiment à l'époque, j'ai caché mes antécédents familiaux et l'ai épousé en me faisant passer pour une simple assistante de bureau à faible revenu. Pour satisfaire sa fragile fierté masculine, j'ai tiré les ficelles dans l'ombre. Utilisant l'immense soutien de crédit de Holdings Mondiaux Aubertin, j'ai manipulé les systèmes bancaires pour faire croire que la performance de son entreprise et son propre score de crédit supérieur lui avaient valu des invitations exclusives pour des cartes d'entreprise platine et noires de haut niveau. Regarde ça, Éléonore. Regarde, c'est une carte de crédit exclusive sans limite. J'ai enfin été reconnue comme un succès de haut niveau. Je me souviens encore de la joie innocente et enfantine sur son visage ce jour-là. Je souris chaleureusement et lui dis à quel point il était extraordinaire, lui assurant que c'était entièrement dû à son travail acharné pendant que je mettais le masque d'une simple femme au foyer et subventionnais tranquillement toute son existence en coulisses. Tu passes toute la journée à regarder un ordinateur portable. Éléonore, tu es vraiment une femme au foyer ennuyée avec trop de temps libre. Raymond se moquait souvent de moi. Il n'a jamais imaginé qu'avec ce seul ordinateur portable dans mon bureau, je générais des rendements financiers quotidiens qui dépassaient ce qu'il gagnerait en plusieurs vies. Cependant, ma gentillesse mal avisée n'a servi qu'à le ruiner. Armé d'une carte de crédit qui semblait avoir une limite infinie, Raymond est devenu progressivement arrogant et abusif. Il a emmené des employés juniors dans des steakhouse haut de gamme, a fait sauter des champagnes coûteux dans les salons VIP du Marais et a finalement commencé à distribuer des cartes supplémentaires à sa mère et à sa famille élargie, leur disant de les utiliser à leur guise car c'était la richesse de sa famille. Béatrice a dépensé des milliers d'euros chaque mois en sac à main de créateurs, vêtements de luxe et bijoux sur mesure, tout en m'abusant verbalement. Assieds-toi à la maison et tais-toi, grognait-elle. Cet argent appartient à mon brillant fils. Pendant des années, j'ai cru qu'il finirait par se réveiller. J'espérais qu'un jour il remarquerait quel compte bancaire payait réellement ces énormes relevés de cartes de crédit mensuelles et ressentirait une once de gratitude. Mais cet espoir naïf fut brisé de la manière la plus ignoble possible lorsqu'il s'est lié avec une subordonnée de plusieurs décennies sa cadette et m'a jeté comme une ordure. Ils ont eu leur plaisir. Raymond s'est envolé de plus en plus haut sur les fausses ailes que je lui avais fournies. Combien de douleurs ressentira-t-il lorsqu'il s'écrasera sur le sol impitoyable de la réalité? À cet instant précis, dans la grande salle de bal de l'hôtel Le Grand Saint-Régis, un établissement de luxe 5 étoiles du centre de Paris, un banquet sauvage et extravagant venait de commencer. Bienvenue à tous. Ce soir marque le début de ma glorieuse nouvelle vie. Ne vous retenez pas. Commandez les 20 millésimés les plus chers et faites sauter les bouchons. Debout sous un immense lustre de cristal étincelant, Raymond, élégant dans un smoking sur mesure, tenait un microphone et criait de bonne humeur. À côté de lui se tenait Chloé, drapée dans une robe de créateur d'un blanc pur, un sourire triomphant collé au visage.
Béatrice, parée de la tête aux pieds de marques de luxe, s'affairait à se vanter auprès d'une table de proches. Écoutez-moi, son ancienne femme était un fardeau totalement inutile qui ne faisait rien d'autre que de rester assise à la maison toute la journée, se vanta Béatrice. Comparée à elle, ma Chloé est jeune, magnifique et une belle fille dont je peux réellement me vanter. Raymond a vraiment gravi les échelons de l'entreprise, n'est-ce pas? Louer une salle de bal incroyable comme celle-ci et nous offrir un festin de roi. Un de ses oncles acclama. Se prélassant dans l'adoration de sa famille, Raymond leva fièrement sa flûte de champagne. Je suis un cadre supérieur d'entreprise. Le coût d'une fête comme celle-ci est de l'argent de poche par rapport à ce que je rapporte. Buvez jusqu'à demain matin car ma carte magique couvre chaque centime. La salle de bal éclata en une ovation assourdissante. Des plats gastronomiques français multicouches furent servis les uns après les autres, et des bouteilles de vin millésimées coûtant des milliers d'euros pièce coulaient comme de l'eau. Pourtant, pas un seul d'entre eux ne réalisa la vérité. Ils n'avaient aucune idée que la carte magique qu'ils vénéraient comme une divinité, la carte qu'ils croyaient leur accorder une richesse infinie, se transformerait en un morceau de plastique inutile dans quelques courtes heures seulement. Ils ne réalisèrent pas que chaque bouchée de caviar de luxe et chaque gorgée de vin fin qu'ils consommaient se transformerait bientôt en une écrasante montagne de dettes qui les étoufferait. L'horloge avançait implacablement vers 20 heures. L'hôtel Le Grand Saint-Régis jouissait d'une réputation inégalée de prestige dans la ville. Au rez-de-chaussée de l'établissement se trouvait le salon résidentiel VIP exclusif, un sanctuaire serein et élégamment aménagé où seuls les clients ultra-riches sélectionnés étaient autorisés à mettre les pieds. Je m'assis profondément dans un fauteuil en velours moelleux à une table d'angle en marbre, savourant tranquillement l'arôme riche d'un thé d'argéline fraîchement infusé. Fini l'habillement simple et terne que j'avais porté au bureau du greffier. J'étais maintenant drapé dans une robe ajustée en soie noire impeccable et sans logo, conçue par un créateur privé que je fréquentais à Paris. Pour quiconque ayant l'œil averti, c'était indéniablement une pièce de luxe absolue. Mais pour les personnes superficielles qui ne comprenaient la valeur qu'à travers les logos de marques voyantes, cela ressemblait juste à une simple robe sombre. Tout se déroule comme prévu, Henri? Demandai-je. Oui. Ils sont entrés dans la salle de bal à l'étage juste à l'heure, répondit Henri via un écouteur discret couleur chair. Je pris une gorgée délicate de ma tasse de thé. Il était 19h50. Il restait exactement 10 minutes avant que leur carte magique ne se transforme en plastique sans valeur. Soudain, des rires forts et grossiers, dénués de toute décence, brisèrent la tranquillité raffinée du salon VIP. Mon vieux, on ne peut vraiment pas battre un hôtel de luxe 5 étoiles. Même les canapés ici dans le salon sont faits pour un cadre d'élite comme moi. Tu as tellement raison, Raymond. La vue depuis cette fenêtre là-bas est absolument magnifique. Attends, Chloé. Prends une photo de moi sur cette chaise. Je dois la poster sur Facebook pour rendre les voisins jaloux. C'était Raymond dans son smoking, Chloé dans sa robe de soirée bruyante et Béatrice faisant teinter ses bijoux ostentatoires. Il semblait qu'avant que le plat principal ne soit servi à l'étage, ils avaient décidé de se pavaner dans les zones exclusives de l'hôtel comme s'ils en étaient les propriétaires. Les autres clients VIP, qui avaient profité de conversations tranquilles, froncèrent les sourcils et détournèrent les yeux, essayant visiblement de se distancier du trio odieux. Ils marchèrent directement au centre du salon, et puis ils me remarquèrent enfin assise près de la fenêtre, sirotant tranquillement mon thé. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu assise dans un endroit comme celui-ci? Aboya Raymond, le sourire suffisant s'évanouissant de son visage alors que son expression se transformait en choc et dégoût. Je posai ma tasse de thé sur la soucoupe avec un doux tintement et tournai lentement mon regard vers eux. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Mon silence absolu sembla toucher une corde sensible dans leurs égos tordus et fragiles. Le visage de Béatrice devint rouge de colère alors qu'elle s'avançait en frappant ma table. Est-ce que tu nous suis maintenant? Juste parce que mon fils a divorcé de ton inutile personne, tu nous suis comme un chien pathétique. C'est absolument pathétique, cria Béatrice, sa voix perçante déchirant le silence du salon. Chloé enlaça les deux bras autour de la manche de Raymond, laissant échapper un reniflement théâtral moqueur. Oh non, se pourrait-il que la pauvre Éléonore ait si faim qu'elle se soit faufilée ici pour mendier nos restes de table?
Regardez cette robe noire déprimante. Elle dirait qu'elle assiste à des funérailles. Elle sent la pauvreté et ruine l'atmosphère de cet hôtel 5 étoiles. Éléonore, arrête tes conneries, grogna Raymond, me regardant comme si j'étais un tas d'ordures sur le trottoir. Je te l'ai dit au bureau du greffier, n'est-ce pas? Un parasite qui n'a jamais gagné 1 euro de sa vie devrait aller trouver un carton pour dormir. Un salon de haute valeur nette comme celui-ci n'est pas un endroit où quelqu'un comme toi peut s'introduire. Oh, je comprends maintenant. Tu as pensé que tu utiliserais la carte de crédit supplémentaire pour avoir un repas gratuit ici à mes frais avant que je ne l'annule. Des gens si pitoyables. Je laissai échapper un profond soupir dans mon cœur. Il n'avait aucune idée que le groupe immobilier propriétaire de l'hôtel Le Grand Saint-Régis était Holdings Mondiaux Aubertin et que j'étais la propriétaire principale de tout le bâtiment. De plus, ils ne savaient pas que le compte bancaire lié à la carte de crédit qu'ils appelaient actuellement son argent appartenait entièrement à la femme assise juste devant eux. Je n'offris aucun argument, me contentant de les fixer d'un regard froid et détaché. Je ne ressentais même plus l'envie de me mettre en colère. La situation était devenue bien trop comique. Et, c'est quoi ce regard? Réponds si tu as du cran, rugit Raymond, son visage devenant rouge vif à mon silence continu. Désespéré de réaffirmer sa domination et de montrer sa prétendue supériorité, il cria à un steward de salon qui passait, à plein poumon, « Vous là, apportez-nous votre champagne d'homme Pérignon millésimé le plus cher, une bouteille entière. Je suis un client VIP qui dépense plus de 30 000 € dans votre salle de bal ce soir. » Tout de suite, monsieur. Veuillez patienter un instant, répondit le steward avec une révérence polie, bien qu'il semblait clairement déconcerté par l'explosion. Raymond se tourna vers moi avec un sourire suffisant et triomphant et sortit la carte de crédit noire de son portefeuille. Regarde attentivement, Éléonore. C'est le pouvoir financier d'une véritable élite d'entreprise. Quelque chose que tu n'expérimenteras jamais dans ta misérable vie. Nous allons trinquer avec du champagne qui coûte des centaines d'euros le verre. Reste assise là, suce ton pouce et bois ton thé amer et bon marché. Tu es si beau, Raymond. La pauvre Éléonore a l'air si pathétique. Vas-y, glisse la carte, mon fils. Montre à cette femme misérable à quoi ressemble la vraie richesse. Béatrice et Chloé l'encouragèrent. Gonflant sa poitrine, Raymond attrapa le terminal de paiement mobile du plateau du steward de retour et inséra fièrement sa carte de crédit étincelante dans le lecteur de puce. Le terminal commença à traiter la transaction. Je jetai un coup d'œil à ma montre bracelet ancienne. Il était exactement 20 heures. C'était le moment fatidique que Henri avait programmé avec les institutions financières pour un gel complet et irréversible de toutes les fonctions d'autorisation de paiement. Bip bip bip. Une tonalité d'erreur mécanique dure et indubitable résonna dans le salon silencieux. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Marmonna Raymond, se penchant avec un froncement de sourcils suspect pour regarder le terminal. L'expression professionnelle du steward se figea instantanément. Il fixa l'écran, son visage se vidant de toute couleur avant de lever lentement les yeux vers Raymond avec des yeux écarquillés et incrédules. Il s'éclaircit la gorge et parla d'une voix tremblante. « Monsieur, je suis profondément désolé de vous informer, mais cette carte a été mise en attente obligatoire par l'émetteur. La transaction a été refusée. » Quoi? La voix ahurie de Raymond tomba dans le silence mort de la pièce. « Monsieur, je m'excuse vraiment, mais ce compte est actuellement suspendu et ne peut être traité pour aucun paiement, » répéta le steward, son visage se crispant d'inconfort. Pendant plusieurs secondes, Raymond resta simplement là, figé, la bouche ouverte comme un poisson échoué. Cependant, la seconde où son cerveau traita la situation, son visage prit la couleur d'un homard bouilli et un rugissement explosif secoua le salon VIP silencieux. Suspendu? Avez-vous une idée de qui je suis? Je suis Raymond Aubertin, un cadre régional chez Logistique Alpha, le prochain en ligne pour le poste de vice-président. Cette carte est un compte exclusif sur invitation seulement avec une garantie de limite de dépenses absolue 0. Il n'y a physiquement aucune chance qu'elle puisse être refusée. Le lecteur de carte de crédit miteux de votre hôtel doit être en panne. Redémarrez cette fichue chose et réessayez tout de suite.
Comment osez-vous montrer un tel manque de respect à un client VIP de haut niveau qui organise un banquet à 30 000 euros? Béatrice intervint immédiatement pour soutenir la crise de colère de son fils, criant directement au visage du steward. C'est exact. Il est mathématiquement impossible que la carte de crédit de mon brillant fils soit refusée. Ne comprenez-vous pas que nous sommes les hôtes VIP qui organisons un grand gala dans la salle de bal à l'étage en ce moment? Allez chercher votre directeur général tout de suite. Appelez le directeur général. C'est totalement inacceptable. Vous ruinez notre humeur de fête. Votre service client est terrible. Chloé fit la moue avec colère, lançant des regards noirs au pauvre employé. Le steward éclata en sueur froide, inclinant la tête à plusieurs reprises en s'excusant. Le vacarme grossier et assourdissant dans un salon célébré pour son élégance sereine fit froncer les sourcils ouvertement aux autres clients UHNW, ne faisant aucun effort pour cacher leur dégoût absolu. Pourtant, les 3 fauteurs de troubles restaient absolument convaincus qu'ils étaient les victimes ici, inconscients des regards glaciaux qui les brûlaient de tous les coins de la pièce. Je me contentais de me rasseoir, sirotant lentement mon thé d'argiling tiède, observant leur embarrassante déconfiture depuis la meilleure place de la maison. Soudain, Raymond remarqua ma ligne de mire et tourna ses yeux injectés de sang vers moi. « Éléonore, tu viens de te moquer de moi, n'est-ce pas ?» C'était une accusation complètement infondée. Mon expression faciale n'avait pas bougé d'un millimètre. Mais pour Raymond, qui se noyait dans la paranoïa et incapable de reculer sans perdre la face, ma posture calme et sereine ressemblait à de la pure moquerie. Ce pauvre parasite. Les systèmes buguent parce qu'une femme déprimante et misérable comme toi traîne ici et fait baisser l'énergie de la pièce. Dégage de ma vue tout de suite. C'est exact. C'est parce que nous avons une guigne comme toi assise ici que la carte d'élite de mon fils ne fonctionne pas. Laisse les quelques euros que tu as dans ton sac à main sur la table comme compensation émotionnelle et sors. Cria Béatrice, me lançant une logique complètement absurde. Tu es vraiment une femme triste, Éléonore, ricana Chloé, laissant échapper un soupir exagéré avec un sourire moqueur. Venir ici nous saboter juste parce que tu es amère d'avoir été larguée. Peu importe à quel point tu es jalouse, l'envie d'une femme d'âge mûr est juste disgracieuse. Personne ne bénéficie de la jalousie d'une vieille dame. Ces gens sont vraiment au-delà de tout espoir. Je secouai silencieusement la tête dans mes pensées. La fierté d'entreprise et la richesse illimitée qu'ils essayaient désespérément d'agiter comme une massue n'étaient rien de plus qu'un château de sable fictif que j'avais construit et géré depuis les ombres. Inconscient du fait que la fondation sous eux s'était déjà complètement évaporée, il hallucinait toujours qu'ils étaient au sommet du monde. Pourtant, même face à leurs insultes répétées et leurs abus verbaux, je refusais d'ouvrir la bouche. Si je perdais mon sang-froid et révélais la vérité maintenant, cela ruinerait la scène soigneusement construite pour les plonger dans les profondeurs ultimes du désespoir. Je maintiens un silence impénétrable, les regardant creuser avidement leur propre tombe financière de plus en plus profondément de leurs propres mains. Mon refus absolu de parler poussa l'irritation de Raymond au-delà de son point de rupture. Espèce de sorcière silencieuse et flippante, dis quelque chose. Peu importe. Et, serveur. Si ta machine buguée, utilise cette carte à la place. Raymond plongea la main dans son portefeuille et sortit agressivement une deuxième carte de crédit, l'une des cartes familiales supplémentaires qu'il avait assignées en permanence à sa mère, Béatrice. C'est une autre carte liée à mon compte exécutif principal. La limite de dépenses est également illimitée. Cela devrait vous faire taire. Allez chercher le champagne tout de suite. Compris, monsieur. Essayons celle-ci juste pour être certain, dit le steward, prenant la deuxième carte d'une main tremblante et la glissant à nouveau dans le lecteur de puce. Raymond, Béatrice et Chloé se tinrent droit, me regardant avec des sourires triomphants, croyant pleinement qu'ils étaient sur le point de démontrer leur écrasante suprématie financière sous mes yeux. Bip bip bip. Une fois de plus, le son impitoyable de l'erreur mécanique retentit dans le salon. Tout le sang se vida complètement du visage de Chloé. Monsieur, je suis extrêmement désolé, mais cette carte renvoie également un statut de retenue obligatoire de l'émetteur. Elle est entièrement refusée, murmura le steward, la voix tremblante. Connerie. Les 2 cartes sont bloquées ?
Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Qu'est-ce que cela signifie? C'est tellement embarrassant. Comment tes cartes peuvent-elles être refusées? Il n'y a pas moyen. Aurais-tu oublié de payer tes factures de carte de crédit, mon fils? Leur bravade précédente s'évanouit dans l'air alors qu'une véritable panique grandissante commençait à s'emparer des trois. À cet instant précis, une forte vibration éclata de la poche de poitrine de Raymond. Buzz. 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 Son smartphone vibrait furieusement avec un appel entrant. Au moment où cette vibration commença, elle déclencha une réaction en chaîne. Buzz. Le téléphone de Béatrice dans son sac à main, puis le téléphone de Chloé dans sa pochette. Tous commencèrent à vibrer et à sonner simultanément dans une symphonie chaotique de notifications. Qu'est-ce que... Qui appelle? Raymond sortit son téléphone d'une main tremblante. La seconde où il déverrouilla l'écran, ses yeux s'écarquillèrent. C'était une avalanche massive et incessante d'appels et de messages textuels frénétiques de ses proches et des amis de Chloé qui attendaient à l'étage dans la salle de bal privée. Dans la brève fraction de seconde où j'ai pu voir son écran, je n'ai pas pu empêcher les coins de ma bouche de se courber vers le haut. Une cascade de messages désespérés de parents terrifiés défilait sur son écran. Raymond, nous avons essayé d'utiliser les cartes familiales que tu nous as données pour acheter des choses dans les boutiques de l'hôtel et elles ont été refusées. Qu'est-ce qui se passe? On nous a dit que les comptes sont bloqués. Le directeur de banquet à l'étage dit qu'ils ne peuvent pas servir les plats sans une autorisation de paiement initiale. Répare ça tout de suite. Il semblait que le couvercle de l'enfer que j'avais construit était enfin en train de sauter. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Balbutia Raymond, ses mains tremblant violemment alors qu'il fixait ses notifications défilantes, complètement paralysé. Raymond, qu'est-ce qui se passe? Mes proches me textent en disant que leurs cartes ont aussi été refusées. Qu'est-ce qui va arriver à notre banquet de célébration? C'est impossible. Mon fils est un cadre supérieur d'entreprise. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de limite sur ces cartes. Béatrice et Chloé commencèrent à crier de panique, incapables de comprendre la catastrophe qui se déroulait autour d'elles. Un festin de luxe à 30 000 €. Des dizaines d'invités. Le portefeuille illimité qu'ils avaient brandi comme preuve de leur statut d'élite venait de se fermer et de se verrouiller de l'extérieur. Cependant, le cerveau de Raymond, gonflé par des années de fierté arrogante et incontrôlée, refusa simplement de traiter cette réalité. Incapable d'admettre que sa propre solvabilité était absolument nulle. Son esprit chercha désespérément le bouc émissaire le plus stupide et le plus commode disponible. Il leva lentement la tête, ses yeux injectés de sang se fixant sur moi alors que je sirotais tranquillement mon thé. C'était toi, son rugissement explosif résonna sur les murs de marbre du salon silencieux. C'est toi qui as bloqué mes comptes, n'est-ce pas? Espèce de parasite jalouse et amère. Tu as piraté ma banque en ligne parce que tu étais folle d'avoir été larguée et tu as suspendu mes cartes de crédit. C'était une accusation complètement folle et délirante. Mais au moment où Raymond prononça ces mots, Béatrice et Chloé fixèrent également leurs regards furieux sur moi. Espèce de sorcière dégoûtante. J'ai toujours su que tu étais bizarre, à passer toute la journée à pirater sur ton ordinateur portable, mais maintenant tu es tombé dans de véritables crimes cybernétiques. Cria Béatrice hystériquement, frappant mes paumes plates sur ma table de marbre si fort que la tasse de thé claqua. Tu es la pire. C'est tellement pathétique, Éléonore. Saboter notre joyeuse célébration est une interférence intentionnelle avec les relations commerciales et une diffamation. Officier, quelqu'un, mettez cette vieille criminelle en prison fédérale. Hurla Chloé à plein poumon, me traitant comme une criminelle endurcie. Les autres clients UHNW parurent choqués, se levant de leur siège et reculant pour former un large cercle autour de ma table. Et, serveur, allez chercher votre directeur général tout de suite et appelez la sécurité de l'hôtel. Cette femme est une cybercriminelle qui a illégalement piraté et bloqué mes comptes financiers. En réponse au rugissement de rage de Raymond, 3 agents de sécurité corpulents de l'hôtel arrivèrent en courant du couloir arrière. Ils encerclèrent rapidement ma table, bloquant efficacement toute voie d'évasion physique. Parmi la foule de badauds chuchotants, j'entendis des bribes de conversation.
Cette dame élégante est une hackeuse informatique qui se tourne vers des crimes par jalousie romantique. Comme c'est terrifiant. Face aux abus verbaux vicieux de mon ex-mari, de sa mère et de sa maîtresse, entourée par les gardes de sécurité de l'hôtel et fixée par une foule d'élites suspicieuses, j'étais complètement isolée. Pour quiconque regardait, je ressemblais à une méchante acculée dont le complot maléfique venait d'être démasqué. Madame, vous causez un grave trouble à nos autres clients. Nous devons vous demander de nous accompagner immédiatement au bureau de la sécurité, dit l'un des gardes, le visage sévère alors qu'il tendait la main vers mon bras. Oui, mettez-lui les menottes. C'est une cyberharceleuse dangereuse. Je vais la poursuivre pour la totalité de la note de 30 000 € de la salle de bal en guise de dommages émotionnels. Raymond pointa un doigt tremblant vers moi, riant maniaquement avec un triomphe absolu. Pourtant, même avec les insultes qui pleuvaient de toutes parts, je n'ouvris pas la bouche pour prononcer un seul mot. Je ne montrai aucune peur, ni aucune colère. Je restai simplement assise avec une froideur glaciale, les regardant comme si j'observais des singes hurlant dans une cage de zoo. Il est juste à temps, pensai-je, laissant échapper un léger souffle. À cet instant précis, une voix autoritaire et forte retentit de l'entrée du salon. Arrêtez tout. Qu'est-ce que signifie ce dérangement ? Le poids et la projection de cette voix firent que les agents de sécurité se mirent au garde-à-vous, se figeant sur place comme s'ils avaient été frappés par la foudre. Un homme âgé aux cheveux argentés, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure avec une plaque nominative dorée étincelante épinglée à son revers, entra dans la pièce. C'était le plus haut dirigeant de l'établissement, le directeur général de l'hôtel Le Grand Saint-Régis. « Oh, alors vous êtes le directeur général de cet endroit ?» ricana Raymond, faisant un pas arrogant vers l'homme âgé et avançant le menton avec irrespect. « Vous arrivez juste à temps. Cette folle d'ex-femme a illégalement piraté mes comptes de crédit et bloqué mes cartes. Appelez la police de Paris et jetez-la en prison du comté tout de suite. Oh, et au fait, je suis Raymond Aubertin, le client VIP qui loue votre salle de bal au 2e étage ce soir. Vous pouvez m'offrir un week-end gratuit dans votre suite présidentielle en guise d'excuse pour ce désagrément majeur. » Le directeur général fronça les sourcils profondément face aux exigences odieuses de Raymond. Il se fraya un chemin à travers le mur d'agents de sécurité et dirigea son regard vers moi alors que j'étais tranquillement assise à table. L'instant exact où ses yeux enregistrèrent mon visage, chaque dernière goutte de sang disparut des joues du directeur général. Ses yeux s'écarquillèrent d'une horreur absolue, et tout son corps commença à trembler violemment de la tête aux pieds. « Et, directeur général, vous êtes sourd ?» dit Raymond. « Attrapez cette femme et jetez-la d'ici. » Raymond aboya, de plus en plus irrité par le retard. Cependant, les mots qui explosèrent de la bouche du directeur général brisèrent complètement les illusions de Raymond, frappant la pièce comme un coup de tonnerre. « Espèce d'idiot ! Éloignez-vous de cette dame à l'instant. » Le rugissement du directeur général était si assourdissant qu'il sembla vouloir nous rompre les tympans. Le salon entier se figea instantanément dans un silence de mort absolue. Ce cri ne contenait pas seulement une colère professionnelle. Il était empreint d'une terreur glaçante et insondable. Raymond gloussa nerveusement, essayant d'agir avec désinvolture alors qu'il tendait la main pour tapoter l'épaule du directeur général. « Pourquoi criez-vous comme ça ? Si vous cherchez le parasite hacker qui essaie de dîner sans payer, elle est juste là. Ne me touchez pas !» aboya le directeur général, repoussant la main de Raymond avec une force formidable. Raymond cligna des yeux, sous le choc, trébuchant en arrière et restant là, stupéfié d'incrédulité face au rejet soudain. Le directeur général lança un seul regard assassin à Raymond, Béatrice et Chloé, les regardant comme s'ils étaient des déchets toxiques avant de se précipiter directement à ma table. Puis, devant une salle pleine d'élites les plus riches de Paris, le directeur général s'arrêta net, sa posture passant instantanément à une déférence soumise absolue. Il se pencha légèrement, ses mains tremblant alors qu'il les posait sur le bord de la table, son visage pâle de terreur. « Mademoiselle Aubertin, je suis si profondément, sincèrement désolé, balbutia-t-il, la voix tremblante. Ma négligence et mon échec dans la formation du personnel ont permis à nos employés de vous montrer un tel manque de respect impardonnable dans votre propre établissement. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères. »
La sueur coulait sur le front du directeur général alors que sa voix et sa silhouette tremblaient d'une véritable terreur. La scène était complètement surréaliste. Le plus haut dirigeant hôtelier de la ville, un homme qui recevait régulièrement des chefs d'État en visite et des PDG de grandes entreprises, était pratiquement à genoux devant une seule femme silencieuse. C'est bon. Vous n'avez aucune raison de vous excuser pour leur comportement. Veuillez relever la tête, brisai-je enfin mon silence, parlant d'un ton calme et mesuré. Merci, madame. Profondément reconnaissant. Le directeur général essuya une cascade de sueur froide de son front avec un mouchoir en soie, levant les yeux avec une appréhension extrême. En étant témoin de cet échange, Raymond et ses compagnons furent pris d'une spirale complète et totale. Et, attendez une minute. Qu'est-ce que vous faites, directeur général ? Cria Raymond, son visage devenant violet alors qu'il se précipitait. Qu'entendez-vous par Madame Aubertin ? Cette femme est une misérable femme au foyer au chômage que je viens de jeter au bureau du greffier aujourd'hui. Elle n'a jamais gagné 1 euro de sa vie. C'est un parasite littéral. Vous devez être arnaqué par elle. Il a raison. Absolument raison. Intervint Béatrice, ses colliers de fausses perles claquant alors qu'elle s'avançait pour argumenter. Cette femme a l'air discrète à l'extérieur, mais Dieu sait quel genre d'arnaque louche elle mène en coulisses. Elle doit vous faire chanter avec des sales coups qu'elle a dénichés. Appelez la police tout de suite. C'est vrai. C'est une cybercriminelle qui a piraté nos comptes juste pour ruiner notre célébration. Hurla Chloé, la voix brisée par le désespoir. Alors qu'ils continuaient à lancer leurs viles insultes, le visage pâle du directeur général devint d'un rouge foncé et dangereux, son expression se tordant de rage absolue. Espèce de misérable. Taisez-vous. Une voix basse et grondante sortit de la poitrine du directeur général. Arnaqué, piraté ? Vous, les ignorants, n'avez aucune idée de qui vous parlez en ce moment. Quoi ? De quoi diable parlez-vous ? Commença Raymond à se moquer, mais il fut instantanément coupé. Qui pensez-vous que cette dame est ? Le directeur général projeta sa voix si fort qu'elle résonna sur les lustres en verre de tout le salon. Cette dame assise devant vous est la présidente directrice générale de Holdings Mondiaux Aubertin, un empire international contrôlant des centaines de milliards d'euros d'actifs. Elle est la principale actionnaire et la véritable propriétaire de l'hôtel Le Grand Saint-Régis. Vous vous trouvez en présence de Madame Éléonore Aubertin elle-même. Silence. Un silence absolu et suffocant tomba sur la pièce. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. Parmi les clients UHNW qui observaient depuis le périmètre, plusieurs personnes eurent soudain le souffle coupé alors qu'elles faisaient le lien, se chuchotant les unes aux autres. Mon Dieu, c'est la légendaire femme d'affaires. Pourtant, Raymond, Béatrice et Chloé restèrent simplement là, la bouche ouverte, clignant rapidement des yeux dans une dissonance cognitive complète. Ah! Raymond se serra soudain l'estomac et éclata de rire hystérique. Une PDG mondiale, la propriétaire de cet hôtel. Oh là là, c'est excellent. Et, mon pote, tu es vraiment tombé dans ces mensonges juste parce que son nom de famille est aussi Aubertin ? C'est hilarant. Vraiment. À quel point peut-on être stupide ? Gloussa Chloé de manière incontrôlable, essuyant une larme de son œil. Éléonore n'est pas une PDG. C'est juste une dame d'âge mûr, bon marché, ennuyeuse, qui se promène à vélo à la recherche de coupons de réduction à l'épicerie. C'est exact. Une femme qui n'a fait que profiter du salaire durement gagné de mon brillant fils ne pourrait jamais être propriétaire d'un hôtel. Vous vous dites directeur d'un hôtel 5 étoiles et vous êtes aussi crédule ? C'est embarrassant. Hurla Béatrice de rire, se tenant les côtés. Leur cerveau rejetait entièrement une réalité où la femme qu'ils avaient méprisée et maltraitée pendant des décennies était en fait un géant inaccessible se tenant bien au-dessus d'eux dans les nuages. Peu importe la quantité de preuves présentées, ces gens pathétiques ne pouvaient tout simplement pas sortir de leur complexe de supériorité délirant. Vraiment, être aussi incroyablement stupide, soupirai-je, secouant la tête avec une véritable pitié. Peut-être finirez-vous de rire après avoir examiné ces documents juridiques. Une voix glaciale et tranchante retentit de derrière le groupe.
Tout le monde se tourna pour voir un homme familier dans un costume impeccable, portant une épaisse et lourde mallette en cuir, entrer dans le salon. C'était mon CEO et exécutif le plus fidèle, Henri. Madame la PDG, je m'excuse pour mon retard. J'ai apporté tous les documents et dossiers juridiques que vous m'avez demandé de préparer, dit Henri, s'inclinant respectueusement devant moi avant de jeter un regard de prédateur acéré sur le groupe de Raymond. Quoi? Qui diable êtes-vous? Raymond recula d'un pas nerveux, son rire s'éteignant brusquement dans sa gorge. Je suis Henri, directeur des opérations de Holdings Mondiaux Aubertin, se présenta-t-il, remontant ses lunettes de marque sur l'arête de son nez avec un sourire froid et impitoyable. Monsieur Aubertin, je suis venu personnellement vous remettre les documents officiels certifiés et les livres de compte concernant la carte platine exclusive que vous croyez avoir obtenue par vos propres mérites, ainsi que les 15 cartes familiales supplémentaires que vous avez si généreusement distribuées à vos proches. Sur ce, Henri sortit une pile massive et reliée de documents juridiques certifiés de sa mallette. C'était un aller simple vers la destruction financière pour Raymond et sa famille. L'instant où les yeux de Raymond enregistrèrent le chiffre total imprimé sur la lettre de mise en demeure que Henri lui tendit vers la poitrine, chaque goutte de sang se vida de son visage, le laissant ressembler à un cadavre ambulant. Henri remit l'épaisse pile de demandes légales certifiées. Au moment où Raymond ouvrit la première page et vit les chiffres, ses mains se mirent à trembler si violemment que le papier claqua bruyamment dans la pièce silencieuse. Un halètement sec et pathétique s'échappa de sa gorge. Y a-t-il un problème, monsieur Aubertin, pour un cadre supérieur d'entreprise de votre calibre? Sûrement, ce n'est qu'une bagatelle, demanda Henri, sa voix dégoulinante d'un amusement glacial et moqueur. 5,2 millions d'euros? Vous êtes fou! Cria Raymond comme un fou, claquant la pile de documents sur la table de marbre. Quel genre de calcul bidon est fabriqué est-ce? Vous utilisez le nom d'Aubertin Holdings pour organiser une massive extorsion contre moi. Ce pauvre parasite jaloux a monté cette escroquerie élaborée juste pour. Béatrice saisit les documents qui avaient glissé de la table. Au moment où ses yeux se posèrent sur le total, elle laissa échapper un cri perçant. Vous devez arrêter ça tout de suite. Mon fils est un brillant cadre régional, le prochain en ligne pour le poste de vice-président. Qu'une ex-femme sans valeur organise une fraude d'extorsion de plusieurs millions d'euros contre son mari supérieur est un mal absolu. C'est exact. J'appelle le FBI. Éléonore a complètement perdu la tête à cause de la jalousie. Vieille dame pauvre et pathétique. Chloé pointa un doigt tremblant vers moi, criant avec un sourire forcé et saccadé. Il s'enveloppait frénétiquement dans l'armure des insultes et du déni, la seule façon qu'ils connaissaient de maintenir leur réalité fragile et s'effondrant de ne pas se briser entièrement. Je regardais les papiers éparpillés sur le sol avec un détachement froid. Refusant toujours de leur offrir un seul mot, je me contentais de tracer le bord de ma tasse de thé Darjeeling avec mon doigt, maintenant un silence absolu et inflexible. Au lieu de moi, Henri exposa les faits froids et durs. Ce n'est pas de l'extorsion. Ce chiffre représente le total cumulatif exact des fonds personnels appartenant à notre présidente, Éléonore Aubertin, que vous et votre famille élargie avez siphonné au cours des 15 dernières années sous la croyance erronée que vous possédiez une carte de crédit magique sans limite de dépenses. Je suis honnêtement sidéré que vous ayez réellement cru qu'un représentant commercial régional de bas niveau avec un salaire annuel de 60 000 € serait un jour approuvé pour une carte d'entreprise noire illimitée sur la base de ses propres mérites. Attendez, 60 000 €? Chloé se contracta violemment, tournant la tête pour regarder Raymond. Raymond, tu ne m'as pas dit que tu étais un directeur d'entreprise d'élite gagnant 250 000 € par an. Chut! Tais-toi! Tiens ta langue! Aboya Raymond, la sueur coulant à flots sur son visage, les yeux écarquillés et injectés de sang. C'est un mensonge. Un mensonge total. C'est ma carte. Je l'ai eue avec mon score de crédit. Cette femme n'est qu'une femme au foyer. Il n'y a physiquement aucun moyen qu'elle ait ce genre d'argent. Il ressemblait à un enfant de 5 ans en faisant une violente crise de colère au milieu d'un salon de luxe, rejetant complètement la réalité. Son spectacle misérable et pathétique attira des regards de dégoût total de la part des élites de Paris environnantes. À cet instant précis,
une énorme agitation et le bruit lourd de plusieurs pas éclatèrent du couloir à l'extérieur de l'entrée du salon. Où est Raymond? Où est-il? Qu'est-ce que cela signifie de nous traiter comme des criminels ordinaires qui tentent de dîner sans payer? Une foule de plus d'une douzaine d'hommes et de femmes furieux firent irruption dans la pièce, leurs visages rouges de colère, vêtus de robes de soirée, de smoking et de costumes pour le banquet à l'étage. Leurs expressions étaient tordues de pure rage. C'étaient les tantes, oncles, cousins élargis de Raymond et les parents de Chloé, les mêmes invités qui attendaient dans la salle de bal du 2e étage pour le début de la célébration. Traînant nerveusement derrière eux se trouvait le directeur de banquet de l'hôtel et plusieurs agents de sécurité armés. Oncle Jean et le père de Chloé. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Balbutia Raymond, les regardant comme s'il voyait des fantômes. Ne nous demandez pas ce que nous faisons ici. Hurla sa tante la plus forte et la plus odieuse, marchant droit vers Raymond et le saisissant par les revers de son smoking. J'ai essayé d'utiliser cette carte familiale que tu m'as donnée pour payer mes services de coiffure et de maquillage à l'étage et la caissière l'a coupée devant tout le monde. Sais-tu à quel point j'ai été humiliée? Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'ai essayé d'ouvrir une note au bar de l'hôtel pendant que nous attendions et le terminal de paiement l'a refusé. Tu m'as dit qu'en tant que cadre d'élite, tu couvrirais tout, alors j'ai commandé leur scotch haut de gamme. Rugit l'un de ses oncles, s'approchant de son visage. Le père de Chloé se fraya un chemin à l'avant, l'air pâle et furieux. Raymond, le personnel de banquet à l'étage vient de nous informer que parce qu'ils ne peuvent pas obtenir une autorisation de paiement pour les 30 000 € de frais d'événement, ils refusent de servir un seul plat. Il y a 50 invités assis là-haut devant des assiettes vides. Explique-toi, Raymond. Chloé hurla, s'accrochant à son bras en panique. Dis-moi que tu plaisantes. J'ai invité tous mes meilleurs amis de la ville. N'avoir aucune nourriture servie à ma propre célébration est la chose la plus humiliante au monde. Fais quelque chose tout de suite. Ah. Ah. La bouche de Raymond s'ouvrit et se ferma comme un poisson mourant, n'émettant que des halètements étranglés et insignifiants. Il subissait de lourds tirs de toutes parts, bombardé de plaintes furieuses de sa famille, tenant une lettre de mise en demeure de plusieurs millions d'euros dans ses mains tremblantes, et se tenant juste devant moi, la femme qu'il avait jetée comme un vieux chiffon. Qui était en fait la véritable propriétaire du bâtiment même où il se tenait. Raymond, dépêche-toi d'appeler ta compagnie de cartes de crédit pour lever le gel. Tu es un cadre d'élite, n'est-ce pas? Béatrice le gifla violemment dans le dos, désespérée de régler la situation. Mais quand elle regarda son visage, elle vit des larmes de désespoir absolu monter dans ses yeux. Il commençait enfin à comprendre que le terrain solide sur lequel il pensait se tenir n'était rien de plus qu'une illusion. Alors que les cris de ses proches résonnaient dans la pièce, je me levai lentement de ma chaise. Regardant directement Raymond, qui se noyait dans un chaos absolu, je lui offris mon tout premier sourire de la journée. Eh bien, Raymond, il semble que ta vraie famille meurt de faim. Cette seule phrase tranquille agit comme une grenade à main lancée au milieu de la foule, déclenchant une explosion massive de panique parmi les proches réunis. Attendez une seconde, Raymond. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 5 millions d'euros? As-tu détourné de l'argent de ton entreprise ou quelque chose comme ça? Cria sa tante bruyante, le secouant violemment par les épaules. Et non, ce n'est pas du détournement de fonds. C'est juste de l'extorsion. S'écria Raymond, la sueur coulant sur son visage alors qu'il pointait désespérément un doigt tremblant vers moi. Ne vous laissez pas tromper par elle. Ce n'est qu'une femme au foyer. Elle m'a épousée en essayant de mettre la main sur la petite police d'assurance vie de mon père. C'est juste un parasite vicieux et malveillant qui essaie de nous détruire parce que je l'ai divorcé aujourd'hui. Il a raison. Mon brillant fils n'aurait jamais besoin d'aide financière d'une femme aussi pathétique qu'elle. Hurla Béatrice hystériquement, essayant désespérément de rallier les proches à leur cause. Vous connaissez tous Raymond. Il est directeur régional chez Logistique Alpha et est sur le point d'être promu vice-président. 5 millions d'euros, c'est quelque chose qu'il peut facilement gérer grâce à son soutien de crédit d'entreprise. Ils continuèrent à cracher des excuses pathétiques et à me lancer des insultes. Je restais totalement impassible. Je ne confirmais ni ne niais leurs affirmations.
Je me contentais de regarder froidement les lettres de mise en demeure certifiées éparpillées sur le tapis et d'observer leur panique grandissante. Mon refus total de m'engager ne fit que rendre leurs mensonges plus flagrants, multipliant leur terreur à la seconde. C'est vraiment indécent. Vous traînez le mot élite dans la boue, déclara Henri, sa voix devenant glaciale. Il plongea la main dans sa mallette en cuir, en sortit plusieurs paquets épais de documents financiers supplémentaires et les jeta directement dans les mains des proches en colère. Pourquoi ne pas examiner les dossiers de vos propres yeux, et voir s'ils sont falsifiés ? Ce sont les relevés détaillés de cartes de crédit des dernières années, les dépenses que vous avez toutes faites sur ces cartes familiales sous l'illusion que Raymond payait la note. Chaque transaction a été retirée directement des comptes privés personnels de la présidente Aubertin. C'est une preuve objective et indéniable. Les proches se ruèrent sur les paquets comme des vautours, déchirant les relevés et se battant pour les pages. Alors qu'ils lisaient les journaux détaillés et indéniables de leurs propres dépenses imprudentes et extravagantes, leurs visages devinrent livides l'un après l'autre. Oh mon Dieu, les 20 000 € que j'ai dépensés dans ce club VIP du Marais. C'est tout listé ici. Haleta un oncle, ses jambes cédant alors qu'il s'effondrait sur un canapé du salon. Mes 30 000 € de traitement de spa de luxe et de sac de créateur. Raymond m'a dit que c'était un avantage familial exécutif et de l'utiliser quand je voulais. Hurla une tante d'horreur. Le père de Chloé devint rouge vif, saisissant Raymond par la gorge et le plaquant contre un pilier. Raymond, tu m'as dit que tu utiliserais ton énorme salaire d'entreprise pour offrir à ma fille une vie de luxe. Quel est le sens de ces déclarations ? Tu t'es juste exhibé comme un grand seigneur en utilisant l'argent de cette femme pour payer nos dîners ? Monsieur Duval, c'est un malentendu. J'ai gagné cet argent. Avec mon salaire de directeur régional. Raymond s'étouffa, essayant désespérément de ficeler d'autres mensonges transparents. Tu continues à babiller des absurdités pareilles ? Henri ajusta ses lunettes, ses yeux se rétrécissant avec une précision impitoyable. Tu n'as cessé de te vanter d'être un futur vice-président et un cadre d'élite toute la soirée. N'as-tu vraiment aucune idée de qui fournit les principaux contrats commerciaux qui empêchent ton employeur, Logistique Alpha, de faire faillite ? Raymond se figea, sa respiration se coupant dans sa gorge. Le client corporatif principal représentant plus de 80% des revenus annuels de Logistique Alpha et Holdings Mondiaux Aubertin. En d'autres termes, l'entreprise de logistique régionale pour laquelle vous travaillez n'est qu'un minuscule sous-traitant jetable qui disparaîtrait du jour au lendemain si la présidente Aubertin donnait une seule instruction verbale. Quoi ? Que as-tu dit ? La dernière lueur de bon sens disparut complètement des yeux de Raymond. Il réalisa enfin que même sa position dans l'entreprise, le fondement même de sa fierté arrogante, n'était qu'une illusion que j'avais tenue dans le creux de ma main. C'est un mensonge. Mon fils est un cadre supérieur. Il a remporté des prix de vente d'entreprise année après année. Tenta de crier Béatrice d'une voix tremblante. À cet instant précis, le smartphone de Raymond éclata d'une sonnerie forte et perçante. C'était une alerte personnalisée qu'il avait programmée sur son appareil, une qui ne sonnait que lorsqu'une personne spécifique et très importante l'appelait. Le PDG. Balbutia Raymond, fixant son écran comme s'il regardait la faucheuse. C'était le fondateur et PDG de Logistique Alpha qui l'appelait directement. Réponds. Réponds au téléphone. Je parie qu'il t'appelle en ce moment pour te féliciter de ta promotion au poste de vice-président. Le pressa Béatrice, s'accrochant à son bras. Mais Raymond secoua violemment la tête de droite à gauche. Il sentait une peur écrasante et suffocante l'envahir. Pourtant, incapable de supporter les regards accusateurs intenses de dizaines de proches, son doigt tremblant glissa sur l'écran pour répondre à l'appel. Allô, monsieur le PDG, Raymond porta le téléphone à son oreille. L'instant où la connexion s'établit, un rugissement volcanique si fort qu'il put être clairement entendu dans tout le salon VIP explosa à travers le récepteur. Aubertin, qu'est-ce que vous venez de faire ? La voix du PDG vibrait d'une rage sans précédent et d'une terreur absolue. Le dernier pilier de l'existence de Raymond, son emploi en entreprise, était sur le point de s'effondrer sur sa tête. Aubertin, qu'avez-vous fait, bon Dieu ? Le rugissement retentissant et furieux du PDG de Logistique Alpha,
jaillissant du haut-parleur du smartphone, était si intense qu'il sembla faire vibrer les tables en verre du salon VIP. Monsieur le PDG, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi criez-vous comme ça? Balbutia Raymond, le visage livide alors qu'il essayait désespérément de maintenir un ton calme et professionnel. Mais la seule réponse qu'il reçut fut une seconde explosion de rage, encore plus violente. Pourquoi je crie? Nous venons de recevoir un avis exécutif officiel de notre client principal, Holdings Mondiaux Aubertin. Il met immédiatement fin à tous les contrats de logistique que nous avons avec eux. Qu'avez-vous fait pour mettre en colère la présidente Aubertin? La présidente Aubertin? Les yeux de Raymond se tournèrent inconsciemment vers moi alors que j'étais tranquillement assise en face de lui. Ne faites pas l'idiot avec moi. Votre ex-femme est la présidente directrice générale d'Aubertin Holdings. Pourquoi seriez-vous assez stupide pour vous quereller avec un magnate milliardaire intouchable? Savez-vous ce que dit la raison officielle de la résiliation de notre contrat? Elle stipule explicitement un manque de respect personnel grave et répété et une diffamation dirigée contre notre présidente mondiale. VH, c'est la présidente. Je n'en savais rien. Laissez-moi vous expliquer. Gardez vos pitoyables excuses pour le tribunal. Grâce à votre idiotie, toute notre entreprise va déposer le bilan d'ici demain matin. Écoutez-moi, Aubertin. À partir de cette seconde même, vous êtes licencié pour faute grave. Et chaque centime des millions de dommages que vous avez causés à cette entreprise vous sera facturé directement devant les tribunaux fédéraux. Préparez-vous à être assigné, misérable salaud. Clic. L'appel fut déconnecté unilatéralement, ne laissant que le bip froid et stérile d'un signal mort résonner de la main de Raymond. Ah. Ah. Le smartphone glissa de ses doigts engourdis, rebondissant sur le sol de marbre poli avec un claquement sec et creux. Les genoux de Raymond cédèrent sous lui, et il s'effondra lourdement sur le sol, regardant fixement devant lui comme si son âme même avait été arrachée de son corps. Raymond, qu'est-ce qu'il vient de dire? Chloé recula de lui. Son visage complètement pâle, licencié pour faute grave. Tu es viré. L'entreprise fait faillite et ils te poursuivent en justice pour dommages-intérêts? Arrête de mentir. Arrête ça tout de suite. Béatrice hurla soudain comme une folle. Elle écrasa son talon de créateur sur les restes brisés du smartphone de Raymond, pointant un doigt tremblant et furieux directement vers mon visage. Espèce de démon maléfique. Sorcière maudite. Tu étais si jalouse de mon brillant fils que tu as entraîné toute son entreprise là-dedans juste pour le détruire. Tu n'es qu'une femme au foyer bizarre et dégoûtante. Utilise tes sales astuces informatiques sournoises pour restaurer les contrats de son entreprise tout de suite et remets chaque centime de ta propriété à Raymond comme compensation émotionnelle. Peu importe le nombre de faits objectifs et indéniables qui lui étaient assénés, le cerveau de Béatrice refusait simplement d'abandonner l'illusion qu'elle était supérieure et que j'étais inférieure à elle. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une insulte pathétique et délirante qui montrait un décalage total avec la réalité. Je ne bronchais même pas à ses cris hystériques. Je maintenus simplement mon silence glacial, la fixant d'un regard froid et détaché comme si je regardais une blatte rampée sur le sol. Ma confiance absolue et inébranlable commença enfin à briser les derniers espoirs des proches, les forçant à réaliser que le cauchemar qui se déroulait autour d'eux était 100% réel. Attendez une minute, marmonna l'un des oncles, la voix tremblante d'effroi. Si Raymond vient d'être viré, qu'est-ce qui va se passer avec cette lettre de mise en demeure de 5 millions d'euros par terre? S'il n'a plus de travail ni d'entreprise, il n'a pas l'argent pour la payer. Cela signifie que cette seule réalisation agit comme une étincelle tombant dans un baril de poudre. Les proches réunis tournèrent leurs yeux injectés de sang les uns vers les autres, la panique explosant dans la pièce. Et, Raymond, n'ose pas me dire que tu vas nous faire payer les frais de ces cartes. Tu m'as explicitement dit que c'était l'argent de ta famille et de dépenser autant que je voulais. C'est exact. Qu'en est-il de mes 30 000 € de facture de salon? Tu as promis de payer pour ça. Le directeur de l'hôtel à l'étage dit que les 30 000 € de frais de salle de bal ne sont pas remboursables. Qui paie cette facture? Les proches commencèrent à se quereller, à crier des insultes et à essayer désespérément de rejeter la responsabilité financière sur quiconque à portée de main.
Cette horrible bagarre cannibale était la véritable destination finale de la vraie famille de haute classe dont Raymond s'était si fièrement vanté. Je restai tranquillement, tenant ma tasse de thé Darjeeling, observant leur enfer auto-infligé avec une indifférence totale. Leurs cris de désespoir ne firent pas bouger mon cœur d'un iota. Comparé aux 20 ans d'humiliation incessante, d'abus verbaux et d'exploitation financière que j'avais silencieusement endurés de leur part. Ce bref moment de panique n'était qu'un léger apéritif. « Madame la PDG », dit Henri, s'approchant de mon côté et s'inclinant respectueusement. Le transfert des forces de l'ordre est terminé. En ce qui concerne les demandes de restitution financière contre les proches, notre service juridique d'entreprise exécute déjà les protocoles de recouvrement. Nous collecterons chaque euro, jusqu'au dernier centime, auprès de chaque individu présent. Merci, Henri, mais nous n'avons pas tout à fait fini. Je me levai lentement de ma chaise et marchai directement vers Raymond alors qu'il était conduit vers la sortie par 2 détectives. Éléonore. Raymond leva le visage, ses joues maculées d'un mélange pathétique de larmes et de mucus nasal, me regardant avec des yeux désespérés et suppliants. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je jure que je ne savais pas que vous étiez la PDG d'un empire mondial. Recommençons. Remarions-nous. Vous êtes la seule femme pour moi. J'ai besoin de vous. Quelques heures auparavant, il ricanait à mon visage, me traitant de parasite inutile qui n'avait jamais gagné un euro de sa vie. L'impudeur requise pour prononcer ces mots suppliants maintenant était presque impressionnante. Je le regardai et offris le sourire le plus froid et le plus impeccable que j'ai jamais porté de ma vie. Raymond, il semble que vous ne compreniez toujours pas la réalité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quoi? Une facture de restitution de 5 millions d'euros? Un licenciement pour faute grave? Une arrestation par la gendarmerie? Toutes ces choses ne sont que le porche de l'enfer que vous êtes sur le point de vivre. Mes mots calmes et mesurés éteignirent la dernière étincelle pathétique d'espoir qui persistait dans les yeux de Raymond. Il était enfin temps de lui livrer la plus grande charge que j'avais préparée pour lui. Le porche de l'enfer. Répéta Raymond mes mots dans un murmure creux et tremblant, son visage se vidant de la couleur restante. Je remis ma tasse de thé Darjeeling sur sa soucoupe et marchai lentement vers le groupe menotté. Oui. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé cet après-midi au bureau du greffier du comté de Paris? Lorsque nous avons signé le décret de divorce? Vous étiez si pressé de rompre les liens avec votre femme parasite que vous avez signé et notarié avec empressement un accord secondaire de partage de biens, n'est-ce pas? Oui, je l'ai signé. C'était une renonciation légale stipulant que votre part de la division des biens matrimoniaux était fixée à exactement 0. Les documents stipulaient explicitement que je ne vous donnerais pas un seul centime de ma fortune durement gagnée. Il a raison, cria Béatrice, se débattant contre l'agent de la gendarmerie qui tenait ses bras. Démon maléfique. Tu n'auras pas un seul euro de l'argent de notre famille. Nous possédons toujours notre magnifique hôtel particulier historique dans le 8e arrondissement. Et Raymond a son appartement terrasse de luxe dans le 16e arrondissement. Une fois sortis de prison, nous vendrons simplement ces propriétés et reconstruirons nos vies de haute société à partir de 0. Tu n'auras rien. En entendant ces vantardises pathétiques et désespérées, je me mis à rire à haute voix une fois de plus. Henri, veuillez expliquer la réalité juridique de ce document à ces gens stupides. Avec plaisir, Madame la PDG. Henri plongea la main dans sa mallette et produisit le document légal notarié exact que Raymond avait signé au bureau du greffier cet après-midi-là sans même prendre la peine de lire les petits caractères. Monsieur Aubertin, ce document que vous avez exécuté avec votre signature notariée n'est pas une simple renonciation au partage de biens. C'est une confession de jugement formelle, juridiquement contraignante, et une déclaration sous serment de responsabilité financière exécutée en vertu du droit statutaire français. Quoi? Une confession de jugement? Il est explicitement imprimé ici dans la section 1. Le défendeur Raymond Aubertin admet pleinement la malversation frauduleuse non autorisée et la conversion personnelle de fonds individuels de l'entreprise totalisant 5,2 millions d'euros sur une période de 15 ans appartenant à Éléonore Aubertin.
Le défendeur accepte par la présente la responsabilité civile personnelle inconditionnelle pour la restitution immédiate en une seule fois de la totalité des 5,2 millions d'euros plus les intérêts et les dommages-intérêts punitifs. Parce que vous avez vu l'expression « zéro division des biens matrimoniaux » dans l'entête, vous avez aveuglément signé et notarié l'instrument sans lire un seul paragraphe du texte juridique réel. Le visage de Raymond devint instantanément de la couleur des cendres mouillées. Parce que cet instrument constitue un aveu sous serment de fraude délictueuse intentionnelle et de conversion délibérée d'actifs, les tribunaux fédéraux appliqueront ce jugement immédiatement. Même si vous déposez le bilan, chapitre 7 ou chapitre 11, demain matin, l'article 523 du Code de la faillite français interdit strictement la décharge des dettes contractées par de fausses prétentions, la fraude ou des blessures intentionnelles et malveillantes à une autre entité. En langage clair, vous êtes accablé par cette dette de 5 millions d'euros pour le reste de votre vie biologique, et elle ne pourra jamais être effacée par aucun tribunal en France. Non. Pas question. Tu m'as trompé. Tu m'as arnaqué. Sale sorcière menteuse. Cria Raymond, se débattant violemment contre ses menottes et essayant de se jeter sur moi. Mais les deux détectives costauds le plaquèrent facilement face contre terre sur le sol de marbre. Le seul qui a été arnaqué par sa propre arrogance, c'est vous, dis-je, le regardant avec des yeux aussi froids que la glace arctique. Et Béatrice, vous venez de mentionner à quel point vous êtes fière de votre hôtel particulier historique du 8e arrondissement et de l'appartement terrasse de luxe de Raymond dans le 16e arrondissement, n'est-ce pas? Qui pensez-vous possède réellement ces propriétés? Qu'est-ce que vous voulez dire par « qui les possède » ? Mon défunt mari nous a laissé cet hôtel particulier historique. C'est la fierté de la famille Aubertin. C'est notre maison. Avez-vous oublié qu'il y a 10 ans, lorsque l'entreprise de logistique de votre mari a fait faillite, cette maison a été mise en vente aux enchères publiques et saisie pour impôt foncier du comté? Béatrice se figea, la mâchoire tombante. L'entité qui est intervenue à la dernière seconde, a payé les impôts fonciers du comté et a acheté l'acte de propriété de cet hôtel particulier après saisie n'était autre que Holdings Mondiaux Aubertin. En d'autres termes, depuis 10 ans, vous vivez sans loyer dans un logement d'entreprise entièrement détenu par ma société. Il en va de même pour l'appartement terrasse de luxe de Raymond dans le 16e arrondissement. Chaque bien immobilier que vous prétendez posséder est titré sous mes holdings d'entreprise. Quoi? Béatrice haleta, la bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement alors qu'elle perdait la capacité de parler. À partir de 17h aujourd'hui, suite à votre licenciement pour faute grave de logistique Alpha, vos droits de location dans nos logements d'entreprise ont été légalement résiliés sans préavis requis en vertu de votre contrat de travail. Henri, montrez-leur le flux. Tout de suite, Madame la PDG. Henri sortit un iPad haute définition de sa mallette, toucha l'écran et tint l'écran directement devant les visages de Raymond et Béatrice. L'écran montrait une diffusion de sécurité multicaméra en direct de l'hôtel particulier historique du 8e arrondissement et de l'appartement terrasse de luxe du 16e arrondissement. Des dizaines de déménageurs de relocalisation d'entreprises costauds et en uniforme fourmillaient dans les propriétés, sortant agressivement des meubles de designer, des appareils de luxe et des vêtements haut de gamme. Les jetant sans cérémonie à l'arrière d'énormes camions de déménagement et de bennes commerciales stationnés dans la rue. Non. Ma maison. Mes canapés en cuir italien sur mesure. Mes sacs Hermès. Arrêtez-les. Cria Béatrice, horrifiée, essayant de se jeter vers l'écran de l'iPad. Faites-les arrêter. C'est ma maison, démon maléfique et sans cœur. J'espère que tu brûleras en enfer. Chaque article actuellement retiré de ses propriétés a été acheté frauduleusement en utilisant les comptes de crédit de la présidente Aubertin, expliqua froidement Henri. Ce sont des biens volés et des actifs illicites. Notre division de recouvrement d'actifs saisis et liquidera chaque bien personnel pour compenser votre dette de restitution. De plus, les serrures des 2 propriétés ont déjà été changées par nos équipes de sécurité. Il n'y a plus de foyer pour aucun de vous en France. Ah. Ah. Raymond pressa son front contre le sol de marbre froid et commença finalement à pleurer et à gémir à plein poumon comme un nourrisson impuissant. Son emploi, son argent,
ses maisons et sa liberté physique, tout ce qu'il avait utilisé pour construire sa fausse forteresse d'arrogance tout en me méprisant comme un parasite inutile, avait été complètement et totalement pulvérisé en poussière. Les proches réunis restèrent figés contre les murs, si terrifiés par la destruction systématique absolue qui se déroulait sous leurs yeux qu'aucun d'entre eux n'osa émettre un son. Ils tremblaient simplement en silence, se recroquevillant dans l'ombre. « Détective, veuillez les emmener », dis-je froidement, tournant le dos au groupe. Les détectives traînèrent Raymond, Béatrice et Chloé sur leurs pieds, tirant le trio en pleurs et hystériques vers les sorties du salon VIP. Mais avant qu'ils ne franchissent le seuil, je décidai d'offrir à Raymond une dernière part de vérité. C'était le coup fatal ultime, conçu pour briser le cœur même de sa fierté masculine. La fierté qu'il avait valorisée au-dessus de sa propre famille. Raymond, l'appelai-je doucement alors qu'il était traîné menottes au poignet. Il tourna son visage creux, maculé de larmes, vers moi une dernière fois. As-tu vraiment cru que tu avais gravi les échelons de l'entreprise et étais devenu directeur régional, le prochain en ligne pour le poste de vice-président, grâce à ton propre talent et à ton travail acharné? Quoi? Balbutia Raymond, ses yeux injectés de sang s'écarquillant de confusion. Le moment d'exposer le plus grand et le plus miséricordieux mensonge des 20 dernières années était enfin arrivé. Mon propre talent? Pourquoi pas? J'ai fait des heures supplémentaires tous les soirs. Je me suis incliné devant les clients. J'ai décroché d'énormes contrats d'entreprises régionaux avec ma sueur et mon sang. C'est pourquoi le PDG m'a respecté et m'a promu directeur régional. N'essaie pas de me l'enlever. Il bégaya rapidement, essayant désespérément de s'accrocher aux derniers vestiges de sa dignité humaine. Je le regardais comme on regarderait un clown pathétique se produisant sur une piste de cirque. Et puis, sans aucune pitié, je coupai d'un coup de ciseau le fragile fil de ses illusions corporatives. Tu n'as vraiment jamais connu tes véritables chiffres de vente chez Logistique Alpha, n'est-ce pas? Lorsque je prononçai ces mots tranquilles, la respiration de Raymond s'étrangla dans sa gorge. Au lieu de moi, Henri commença à lire les registres d'entreprise objectifs. Monsieur Aubertin, votre performance commerciale réelle au sein de Logistique Alpha a été la dernière de la division régionale pour chaque trimestre depuis que vous avez été embauché il y a 20 ans. Vous avez généré un flux constant de plaintes de clients et votre traitement arrogant et abusif des employés juniors était une véritable catastrophe pour les RH. Dans un environnement d'entreprise standard, vous auriez été rétrogradé à un poste de bureau ou carrément licencié lors d'une réduction d'effectifs il y a 10 ans. Vous étiez un employé objectivement incompétent et toxique. C'est un mensonge. C'est n'importe quoi. J'ai remporté le prix du mérite du PDG. Qu'en est-il de ces énormes contrats de logistique d'entreprise que j'ai apportés chaque année? Chacun de ces énormes contrats de logistique d'entreprise a été secrètement arrangé et subventionné par la présidente Aubertin depuis les coulisses, déclara calmement Henri. Quoi? Un halètement vide et abasourdi s'échappa des lèvres de Raymond. Parce que votre fierté masculine était si anormalement fragile, la présidente Aubertin a personnellement rencontré le fondateur et PDG de Logistique Alpha en privé. Elle lui a demandé de vous garder sur la masse salariale, de vous donner un titre impressionnant et de vous traiter comme un cadre supérieur afin que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau. En échange de la satisfaction de votre ego, Holdings Mondiaux Aubertin a discrètement accordé à Logistique Alpha une subvention annuelle exclusive de consultation d'entreprise d'1 million d'euros. Un silence de mort, suffocant, retomba sur le salon VIP. 1 million d'euros par an, continua Henri, enfonçant le couteau dans le cœur de Raymond. En d'autres termes, le brillant bilan de vente dont vous vous vantiez, le titre de cadre que vous affichiez, et le respect que vous pensiez commander n'étaient rien de plus qu'un programme de garderie d'entreprise subventionné, acheté avec l'argent de poche massif de la présidente Aubertin. Vous jouiez au cadre dans un bac à sable qu'elle avait construit pour vous. Même les jeunes représentants commerciaux et les subordonnés qui vous flattaient et riaient à vos blagues étaient essentiellement des acteurs rémunérés. Le PDG leur a explicitement ordonné de ne jamais vous offenser parce que vous étiez le mari de la présidente d'Aubertin Holdings. Vous étiez traité comme un actif fragile et dangereux qui devait être apaisé à tout prix. Derrière votre dos, chaque employé de ce bureau se moquait de vous, vous traitant de pauvre homme entretenu et subventionné, parrainé par le fonds de charité de sa riche épouse. Ah! Ah!
La force restante disparut complètement des genoux de Raymond. Il s'effondra face contre terre sur le sol de marbre poli, ses mains menottées incapables d'amortir sa chute alors qu'il gisait là comme une poupée cassée. Tu as passé 20 ans à croire sans l'ombre d'un doute que tu étais un génie corporatif d'élite, me méprisant comme un parasite inutile qui ne pourrait pas survivre sans toi. Mais le vrai parasite, la sangsue qui ne pouvait pas survivre un seul jour sans être nourrie à la cuillère, c'était toi depuis le début, Raymond. Tu n'étais qu'un empereur sans vêtements, dansant dans un bac à sable sûr et artificiel que j'avais construit pour protéger tes sentiments fragiles. Mon verdict tranquille, absolu et irréversible brisa complètement et définitivement l'esprit de Raymond au-delà de tout espoir de réparation. Non, non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Incapable de supporter la réalité écrasante que toute son existence professionnelle, le fondement même de la fierté de sa vie, était une illusion fabriquée et payée par la femme qui l'avait maltraité, l'homme de 50 ans commença à frapper violemment son front contre les carreaux de marbre, hurlant et riant comme un fou alors que sa santé mentale s'effondrait. Raymond. Oh mon Dieu, mon fils. Mon pauvre fils. Béatrice regarda son fils brisé avec une horreur totale. La réalisation que son brillant cadre était en fait un homme entretenu, incompétent et pathétique, fit rouler ses yeux en arrière alors qu'elle écumait de la bouche, s'évanouissant dans les bras de l'agent de la gendarmerie. Cependant, la personne qui réagit avec le dégoût le plus violent et explosif à cette révélation fut sa maîtresse, Chloé. « Tu es sérieuse ?» Chloé hurla comme une furie. Elle se jeta en avant et frappa Raymond d'un coup de pied violent dans les côtes avec la pointe de son talon de designer alors qu'il se débattait sur le sol. « Dégage de ma vue, espèce de vieux pervers. Je n'ai supporté tes rides et tes histoires ennuyeuses que parce que je pensais que tu étais un cadre légitime autodidacte. Apprendre que tu n'étais qu'un chien de compagnie subventionné, parrainé par le fonds de charité de ta femme, est écœurant. Tu me donnes envie de vomir. Tu m'as arnaqué. Rends-moi ma vie. Chloé, non. S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Ne me touche pas. Tu es biologiquement repoussant. Officier, mettez cette ordure hors de ma vue tout de suite. Rien que de le regarder me rend physiquement malade. Elle n'essaya même pas de cacher le fait qu'elle était une croqueuse de diamants, piétinant sans pitié l'homme brisé qu'elle avait prétendu aimer quelques heures auparavant. Observant leur grotesque et horrible spectacle de trahison mutuelle et de haine, je leur offris simplement un regard froid et indifférent. Allons-y, aboyèrent les détectives, traînant les 3 prisonniers, Raymond, qui ne ressemblait plus à un être humain fonctionnel, Béatrice, qui était complètement molle et insensible, et Chloé, qui hurlait et pleurait hystériquement, vers les portes de sortie du salon. « Éléonore, sauve-me. S'il te plaît, mon Dieu, je suis désolée. Je t'en supplie. Ne me jette pas. » Alors qu'il était traîné dans le long couloir, Raymond tourna la tête encore et encore, criant mon nom d'un hurlement désespéré qui ressemblait à un animal traîné à l'abattoir. Mais je ne lui répondis jamais, pas une seule fois. Les lourdes doubles portes en acajou du salon VIP se refermèrent avec un bruit sourd et définitif, coupant complètement ses cris. Les seules personnes restantes dans la pièce étaient moi-même, Henri et la foule de proches qui tremblaient contre les murs, semblant sur le point de s'évanouir de terreur à tout moment. Ils avaient enfin compris, jusqu'à la moelle de leurs os, que leur sponsor financier absolu, Raymond, était une fraude complètement incompétente et que la véritable richesse illimitée qu'ils avaient puisée appartenait entièrement à la femme silencieuse qui se tenait juste devant eux. Maintenant alors, quand je tournai lentement mon regard vers les proches, ils tressaillirent à l'unisson, laissant échapper de courts halètements collectifs de terreur. Il semble que les autorités aient escorté Raymond et sa famille immédiate vers leurs nouvelles demeures appropriées. Il est maintenant temps de s'occuper du reste d'entre vous. À mes mots, Henri s'avança, sortant une pile encore plus épaisse de registres de facturation légaux détaillés de sa mallette. Les 30 000 € de frais d'annulation non remboursables pour la salle de bal à l'étage, combinés aux dizaines de millions d'euros de frais non autorisés cumulés qu'ils avaient accumulés au fil des ans sur leur carte familiale supplémentaire. Il était enfin temps d'exécuter un recouvrement systématique et impitoyable contre la horde de hyènes qui s'était régalée de ma fortune. Eh bien, regardez l'heure. Nous n'avons vraiment rien à voir avec les problèmes juridiques de Raymond, alors nous devrions probablement y aller.
Oui, absolument. C'est tout le désordre personnel de Raymond. Nous sommes aussi victimes de ces mensonges. Allons-nous-en. Les proches, qui s'étaient blottis contre les murs, commencèrent à se diriger vers les doubles portes, essayant de se disperser comme des cafards quand les lumières de la cuisine s'allument, chuchotant nerveusement alors qu'ils tentaient de se faufiler hors de la pièce. Croyez-vous vraiment que vous allez sortir par ces portes? La voix glaciale de Henri les frappa dans le dos, les figeant en plein milieu. Quel est votre problème? Nous avons juste été trompés par Raymond. Cet idiot nous a dit que c'était son argent familial, alors nous l'avons dépensé. Comment sommes-nous censés savoir qui était réellement propriétaire du compte bancaire? Cria l'oncle le plus bruyant, se retournant le visage rouge vif pour argumenter. C'est exact. Si Éléonore était vraiment une PDG milliardaire, pourquoi n'a-t-elle pas simplement ouvert la bouche et dit dès le début? Pourquoi faire semblant d'être une pauvre femme au foyer et nous piéger pour dépenser son argent? C'est une personnalité complètement tordue et piégeuse. Hurla l'une des tantes, passant instantanément en mode victime pour me lancer des insultes. Exactement. Tu as toujours porté des vêtements bon marché et ennuyeux et agi comme une pauvre mendiante. Alors, bien sûr, les gens te méprisent. C'est 100% de ta faute. Tu devrais nous payer des dommages-intérêts émotionnels pour l'entrapement. J'écoutais leurs justifications égoïstes et complètement déformées sans prononcer un seul mot en réponse. Je restais simplement là avec une posture absolue, les fixant avec des yeux dénués de toute émotion humaine, les regardant comme s'ils étaient des graviers inanimés sur le bord de la route. Mon silence impeccable et inflexible exerçait une pression psychologique bien plus terrifiante que n'importe quel argument verbal. L'instant où la tante bruyante rencontra mon regard mort et glacial, sa voix s'étrangla dans sa gorge. Elle laissa échapper un halètement terrifié et trébucha en arrière, se cachant derrière son mari. Je vous suggère de réserver vos théories juridiques créatives pour un juge civil fédéral, dit Henri, ouvrant son épais registre d'un claquement sec. Voyons voir ici. Oncle Jean, au cours des 5 dernières années, votre carte supplémentaire a enregistré 25 000 € de dépenses dans les boîtes de nuit VIP du Marais, ainsi qu'un acompte de 60 000 € pour la location d'une voiture de sport de luxe, totalisant 85 000 € de dettes non autorisées. Tante Catherine, votre carte a enregistré 32 000 € de traitements de spa haut de gamme et de sacs de créateurs de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Nous avons des preuves bancaires objectives et indéniables et des reçus signés pour chaque euro dépensé par chaque individu dans cette pièce. Il n'y a aucun moyen de rembourser ce genre d'argent. Je vais juste déposer le bilan. Voyez si vous pouvez collecter ensuite. Cria désespérément oncle Jean. Henri laissa échapper un rire froid et impitoyable. La faillite? Tout comme monsieur Aubertin. Votre conversion non autorisée d'actifs de crédit d'entreprise constitue un délit civil intentionnel et une malversation frauduleuse en vertu du droit français. La faillite personnelle ne vous absoudra pas d'un seul centime de ce jugement de restitution civile. De plus, pensez-vous vraiment que nous vous avons laissé une quelconque échappatoire? Henri claqua brusquement des doigts. Au moment où le son résonna dans la pièce, 10 hommes et femmes vêtus de costumes gris foncé élégants avec des expressions acérées sortirent du couloir arrière du salon, se déplaçant avec une précision militaire pour encercler les proches. Où? Qui diable sont ces gens? C'est la division juridique d'élite et l'équipe de litige principale de Holdings Mondiaux Aubertin, annonça Henri, faisant que tout le sang se vida des visages des proches. Pendant que vous étiez tous assis à l'étage dans la salle de bal, buvant avidement du champagne et attendant de trinquer à la nouvelle vie de Raymond, notre équipe juridique effectuait des dépôts d'urgence au tribunal de grande instance de Paris. Nous avons déjà obtenu des ordonnances d'attachement avant jugement ex parte et des injonctions d'urgence, gelant chacun de vos comptes bancaires personnels, portefeuille de retraite, et plaçant des garanties immobilières sur vos résidences principales. Dès demain matin, à l'ouverture des banques, vos comptes seront complètement bloqués. Vous ne pourrez pas retirer un seul euro. Saisie d'actifs avant jugement? Vous plaisantez. Mon fonds de pension aussi? Non. Mes économies pour la retraite? Ma maison va être saisie? Bien sûr. Si vous volez de l'argent, vous le remboursez.
Même un enfant d'école élémentaire comprend ce principe de base de la société humaine, répondit Henri, ajustant ses lunettes alors qu'il portait le coup fatal final. Ah, oui. Un dernier détail concernant les 30 000 € de frais d'annulation pour la salle de bal du 2e étage, ainsi que les coûts de la restauration gastronomique préparée et des vins millésimés. Parce que l'hôte principal, M. Aubertin, est maintenant licencié et insolvable, notre équipe juridique hôtelière divise le solde de 30 000 € également entre les 50 participants invités qui ont tenté de consommer ces services. Veuillez accepter vos factures individuelles de notre personnel juridique avant de quitter les lieux. Ah. Ah. L'un après l'autre, les proches s'effondrèrent à genoux sur le sol de marbre poli, se tenant la tête alors qu'il éclatait en larmes hystériques et gémissantes. Ils avaient passé des années à se gaver de luxe aux dépens d'autrui, se moquant et me méprisant comme une pauvre qui ne pouvait pas gagner 1 euro. C'était leur destination finale. Dépouillés de leurs économies de retraite, leur maison placée sous saisie légale et leur réputation sociale complètement détruite, ils étaient réduits à des cadavres ambulants qui passeraient le reste de leur vie naturelle à travailler comme des esclaves pour rembourser leurs montagnes de dettes. C'est enfin terminé, Madame la PDG, dit Henri tranquillement, fermant son lourd registre. Oui, cela a certainement pris beaucoup de temps, n'est-ce pas? Je pris mon sac à main en cuir de la table et me levai lentement de ma chaise sans jeter un seul regard d'adieu aux proches sanglotants et suppliants rampant sur le sol à mes pieds. Je tournai le dos et commençai à marcher d'un pas régulier et mesuré vers la sortie du salon VIP. Le directeur général et tout son personnel hôtelier s'étaient alignés des 2 côtés du couloir, s'inclinant profondément à 90 degrés pour me saluer avec une révérence absolue. Madame Aubertin, nous nous excusons profondément pour la détresse que vous avez subie dans notre établissement ce soir. Votre véhicule de direction vous attend à l'entrée privée. Merci, directeur général. Veuillez vous occuper du nettoyage après l'événement ici, dis-je doucement en passant devant eux. Alors que je franchissais les portes tournantes automatiques du hall de l'hôtel. L'air frais et rafraîchissant de la nuit de printemps du centre de Paris se répandit sur mon visage. Les lourdes chaînes suffocantes de la fausse famille qui avait lié et restreint ma vie pendant 20 longues années étaient enfin complètement rompues. Je levai les yeux vers le ciel nocturne, observant les étoiles scintiller au-dessus des gratte-ciel imposants de la ville alors que le goût doux et tranquille de la libération totale s'installait dans ma poitrine. Une toute nouvelle détermination commença à germer dans mon cœur. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'hôtel. Les saisons avaient complètement changé et la ville animée de Paris était maintenant enveloppée par la chaude lumière dorée du début de l'automne. Assise dans la suite exécutive du dernier étage de la tour Aubertin, regardant par les baies vitrées du sol au plafond la vue panoramique sur la ligne d'horizon et la ville, je savourais tranquillement l'arôme riche et apaisant d'un thé aux herbes fraîchement infusées. Fini les tenues ternes et ennuyeuses que je portais pour jouer le rôle d'une simple femme au foyer marchant aux côtés d'un mari peu sûr de lui. Aujourd'hui, j'étais vêtue de ma véritable forme, un tailleur pantalon impeccable en soie blanche pure qui rayonnait d'autorité et de grâce. Épinglée solidement à mon revers se trouvait la broche sur mesure en saphir du Cachemire que Béatrice avait autrefois raillée comme une perle de verre bon marché, captant la lumière du soleil et scintillant de 1000 feux. On frappa poliment et mesurément à la double porte en acajou, et mon C.O. Henri entra dans le bureau. Madame la PDG, j'ai apporté les portefeuilles financiers finalisés et les ordres du jour stratégique pour la réunion du conseil d'administration de cet après-midi. Merci, Henri. J'apprécie votre travail acharné et incessant, dis-je avec un sourire chaleureux. Henri posa les épais classeurs en cuir sur mon bureau en acajou poli, ses yeux habituellement stoïques s'adoucissant d'une chaleur sincère. Vous avez l'air remarquablement détendue et en paix dernièrement, Madame la PDG. Cette ombre lourde et épuisée, ce regard de quelqu'un qui supprime constamment son vrai moi et se force à porter un masque lourd, a complètement disparu de votre visage. Ça se voit ? Eh bien, je suppose que se débarrasser de 20 ans de bagages parasitaires toxiques fait cet effet à une personne, je gloussai doucement. C'était vrai. Depuis cette nuit à l'hôtel Le Grand Saint-Régis, les sangsues misérables qui s'étaient accrochés à ma vie avaient complètement disparu de mon monde. Raymond et Béatrice furent inculpés par le grand jury fédéral, et après un procès rapide, furent tous 2 condamnés à de longues peines de prison fédérale pour fraude électronique, vol aggravé et détournement de fonds d'entreprise.
Selon les rapports de nos conseillers juridiques, Raymond passe ses journées dans un établissement pénitentiaire fédéral en province, effectuant silencieusement des travaux manuels monotones. Le titre de cadre d'élite auquel il s'accrochait comme à une bouée de sauvetage et la fierté arrogante qu'il brandissait comme une arme ont été entièrement pulvérisés. Ses cheveux sont devenus complètement blancs et il ressemble à une coquille desséchée et creuse d'homme, ayant vieilli de plusieurs décennies en quelques mois. Lorsqu'il sera finalement libéré, une saisie sur salaire à vie, non libérable, pour rembourser sa dette de 5 millions d'euros l'attend dans le monde extérieur. Béatrice a vu son hôtel particulier chéri du 8e arrondissement et tous ses biens de luxe thésaurisés saisis et liquidés par les tribunaux, la laissant littéralement sans le sou et sans abri. Elle s'écrase actuellement sur un vieux canapé usé dans un appartement courant d'air appartenant à un parent éloigné dans un quartier difficile du sud de Paris. Pour payer sa nourriture de base et son loyer. Elle se lève avant l'aube chaque jour pour travailler un quart de travail exténuant de femme de ménage commerciale au salaire minimum, récurant les toilettes des immeubles de bureaux. Même lorsqu'elle essaie de se plaindre à ses collègues, se plaignant, « Mon fils est en fait un cadre d'entreprise de la haute société, vous savez, personne ne lui prête la moindre attention, la repoussant comme une vieille folle. » Chloé, la maîtresse, est également piégée dans un enfer vivant. Pour rembourser sa massive restitution criminelle à la boîte de nuit du Marais et satisfaire le jugement civil agressif obtenu par Holdings Mondiaux Aubertin, elle travaille en chaîne les services dans des restaurants gras et des magasins de détail à bas prix, jour et nuit. Sa jeunesse et son glamour physique, les seules armes qu'elle ait jamais possédées, ont été complètement effacées par un épuisement sévère, laissant son visage marqué de rides profondes de fatigue et de désespoir permanent. Quant aux proches élargis qui se sont gavés sur mes comptes de crédit, les saisies préjugements et les saisies d'actifs de notre équipe juridique les ont dépouillés avec succès de leur portefeuille de retraite et de leurs actifs de luxe. Aujourd'hui, ils vivent chichement, se retournant les uns contre les autres dans des querelles familiales amères et sans fin alors qu'ils luttent pour survivre sous le poids écrasant de leur plan de remboursement mensuel. Pas un seul d'entre eux ne conserve même l'ombre de la supériorité arrogante qu'ils affichaient lorsqu'ils me raillaient comme une pauvre inutile qui ne pouvait pas gagner 1 euro. Les vrais parasites qui avaient construit toute leur vie en suçant la sève de quelqu'un d'autre se sont complètement autodétruits dès l'instant où leur hôte fournisseur a été retiré. Ressentez-vous parfois un sentiment de regret, Madame la PDG ? Le regret d'avoir passé 20 ans de votre vie dans une entreprise aussi futile ? Demanda Henri, me regardant avec une expression sérieuse et contemplative. Je pris une lente gorgée de mon thé et secouai doucement la tête. Non, je ne le regrette pas du tout. Pourquoi cela ? C'était certainement un très long détour, et peut-être me suis-je livré à un rêve insensé et naïf. Mais ces 20 ans m'ont appris à évaluer véritablement le cœur du caractère humain. J'ai appris la nature superficielle et laide des gens qui vénèrent l'argent, des gens qui vous flattent quand l'argent coule à flot, seulement pour montrer leur croc et vous trahir dès que le puits est à sec. J'ai eu le privilège d'observer les profondeurs absolues de la cupidité et de la superficialité humaine de près. Grâce à cette expérience, je comprends, jusqu'à la moelle de mes os, la valeur absolue et la dignité de se tenir sur ses propres 2 pieds et de gagner sa vie par ses propres moyens. Je posai ma tasse de thé sur le bureau d'un clic ferme et décisif. Je ne jouerai plus jamais à un faux jeu de famille creux. Les milliers d'employés dévoués qui font confiance à ma vision et travaillent sans relâche pour cette entreprise chaque jour, ainsi que leurs familles, sont les véritables liens significatifs que je suis chargé de protéger. À partir de ce jour, je déverserai chaque once de ma passion, de mes ressources et de ma force dans la construction de l'avenir de cette entreprise pour eux. Lorsque je déclarai cela d'une voix claire et inébranlable, Henri recula et s'inclina profondément, sa posture remplie d'un profond respect. Chaque employé de Holdings Mondiaux Aubertin, moi y compris, est profondément honoré de suivre votre leadership jusqu'aux confins de la terre, Madame la PDG. Vous êtes bien trop dramatique, Henri, mais merci. Je compte sur vous comme toujours. Je tournai mon regard vers les baies vitrées, regardant le ciel bleu clair et illimité s'étendre sur la ville. Prenant une profonde respiration revitalisante, l'air frais et pur de l'automne remplit ma poitrine d'une énergie illimitée. Cette atmosphère glaciale et hostile au bureau du greffier du comté de Paris, où j'étais entouré de visages moqueurs me traitant de parasite inutile au bas de la société, me semblait déjà une scène lointaine d'une autre vie.
Je suis si heureuse de ne pas avoir perdu mon calme ce jour-là, de ne pas avoir crié ou de m'être débattue dans une rage émotionnelle, mais d'avoir plutôt maintenu un silence digne absolu jusqu'à ce que je puisse leur faire subir le poids écrasant de la vérité de mes propres mains. Il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie. Les jours où l'on dépendait de quelqu'un d'autre, où l'on se rapetissait et lisait l'ambiance juste pour protéger l'ego d'un homme faible, sont révolus pour toujours. Je crois en ma propre valeur, mon propre intellect et ma propre force. Et je marcherai sur le chemin de mon avenir sur mes propres deux pieds. Commençons la réunion du conseil d'administration de l'après-midi, Henri. Il est temps de construire notre nouvel avenir. La tête haute et les yeux fixés droit devant, je fis un pas puissant et confiant dans la pièce. À 50 ans, ma véritable vie, belle et illimitée, commence aujourd'hui sous ce vaste ciel français.